Madame, monsieur, souriez, c'est parti pour un voyage sous le signe de la bonne humeur. Et oui, cette semaine, à l'occasion de la journée internationale, s'il vous plaît, internationale du bonheur, qui aura lieu dans 3 jours, le 20 mars prochain, on vous propose un road trip sur la route de la joie. Alors, quels sont les secrets de nos voisins pour voir la vie en rose? À chaque pays, sa méthode, et vous verrez qu'il en faut très peu pour être heureux. Démonstration avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous le savez, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos rayons de soleil du jour. Valérie Lerouge, qui a fait le déplacement au Danemark. Nicolas Bertrand, que nous rejoindrons à New Delhi. Fanny Lothaire, notre correspondante au Brésil. Et enfin, François Baudonnet, qui nous attend, lui, à Rome. Alors, pour la toute première escale, direction le Danemark, qui en connaît un sacré rayon, lui, sur le bonheur. Et selon un classement publié par l'ONU, le pays serait même l'un des plus heureux au monde. Alors, bonjour Valérie. Comme ça, il y a de la joie chez les Danois. Vous qui êtes allé sur place, vous avez même réussi, j'en suis sûr, à percer leur secret. Oui, alors en tout cas, ça ne tient pas à la météo, ça c'est sûr. Ça ne tient pas non plus à l'argent du pétrole, hein, il y en a de moins en moins. Non, ça tient à une philosophie de vie, un retour aux choses simples, sans chichi. C'est l'anti-bling-bling. Ils ont trouvé un mot pour ça, ils s'appellent ça le hygge. Alors ça pourrait se traduire en bon franglais par cocooning, le plaisir de se retrouver en petit comité, au chaud, lumière tamisée, avec des grosses chaussettes comme ça. C'est devenu un adjectif qu'ils déclinent à toutes les sauces. Alors il y a le hyggekrog, l'endroit hyper douillet, on aime se retrouver. Le hyggebukset, c'est le pantalon super confortable qu'on garde tout le week-end. C'est devenu un concept aussi qui intrigue à l'étranger, qui s'exporte bien, qui se vend bien aussi, si l'on en croit le nombre de livres à ce sujet. Nous sommes donc allés sur place pour vérifier avec Jean-Philippe Najalski et Aurélien Martin. L'hiver s'éternise à Copenhague. Le ciel reste désespérément bouché et la lumière donne franchement envie de rester couché. Malgré cela, le Danemark caracole en tête des pays les plus heureux du monde depuis plusieurs années et leur recette semble se résumer en un mot. Hygge. 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 Pas vraiment de traduction claire dans le dictionnaire, alors on a demandé aux habitants de nous l'expliquer. Hygge, c'est du bonheur. C'est le fait d'être tranquille et de passer du bon temps entre amis. Hygge, c'est quand tu es cosy, avec des amis, avec des bonnes bières, du bon vin, pour passer un bon moment. Et les Danois ne manquent pas d'imagination quand il s'agit de se retrouver au chaud, entre amis, pour oublier la morosité de l'hiver. On est cosy, entre amis, dans le jacuzzi en plein hiver. C'est pas trop froid, non ? Ah non, c'est bouillant. C'est vrai, venez dedans. Le hygge s'expérimente aussi à la maison, en famille. Bougie obligatoire, les Danois en sont d'ailleurs les plus gros consommateurs au monde. Du thé, beaucoup de sucré, un bon plaid et un bouquin suffisent à faire le bonheur de ces enfants franco-danois. Ce que j'aime bien, c'est surtout de pouvoir ressentir cette ambiance qu'on a quand on est ensemble, qu'on ressent la joie qu'il y a et de pouvoir être là, bien au chaud et de devoir se dire, de voir dehors qu'il fait froid et qu'est-ce qu'on est content d'être là ensemble dans notre ambiance. Même philosophie quand on reçoit des collègues ou des amis à la maison. Quand on invite les gens chez soi, on met peut-être beaucoup moins les petits plats dans les grands. On a plutôt envie de faire en sorte que les gens se sentent décontractés et détendus plutôt que de les impressionner. Enfin, le hygge s'invite aussi au travail. Les entreprises mettent un point d'honneur à faire en sorte que les gens s'y sentent bien. Les bureaux modulables jouxtent les espaces de réunion cosy et les buffets. Malgré cela, impensable de passer sa journée au boulot. Vous viendriez ici, à 17h, il n'y aurait personne. Parce que les gens vont chercher leurs enfants, ils y vont, ils partent à 3h30, 4h. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent évidemment leur ordinateur et ils travaillent de la maison le soir. Le bonheur obnubile tellement les Danois qu'ils ont un institut de recherche qui est dédié. Dans ses travaux, Maid Viking explique pourquoi, d'après lui, ils sont plus heureux que nous.
Dans votre système d'éducation, dès le plus jeune âge, vous êtes classé. Vous êtes 4e en maths, 32e en français. On vous enseigne dès l'enfance que vous êtes en compétition avec les autres. Si tu es le gagnant, je suis le perdant. C'est quelque chose que vous gardez et qui vous poursuit toute la vie. Or, vous trouverez toujours quelqu'un qui fait mieux que vous, quelqu'un qui a plus de réussite, qui est plus beau ou qui semble avoir un mariage plus heureux que vous. Apprécier la vie comme elle est, se contenter de petits plaisirs au quotidien, la recette danoise du bonheur est peut-être finalement plus facile à importer qu'elle n'y paraît. Ok, plutôt impressionnant, mais entre nous, soit dit, Valérie, ça fait un petit peu bisounours, là, hein, où vous étiez pays des bisounours, en tous les cas. Il n'y a pas une face cachée à ce tableau idyllique? Si, parce que le hugueux ne convient pas à tout le monde. Vivre reclus comme ça, en tout petit comité, ça veut dire que c'est aussi plus compliqué là-bas de se faire de nouvelles connaissances, de rencontrer du monde. Et puis, à force de vous dire que vous êtes le peuple le plus heureux au monde, avec le meilleur système social, une très bonne éducation, quand vous galérez dans la vie, il y en a aussi, vous culpabilisez d'autant plus. Et le comble, eh bien, c'est que c'est l'un des pays d'Europe qui consomme le plus d'antidépresseurs, plus qu'en France, c'est peu dire. Oui, alors j'ai même lu qu'effectivement, le taux de suicide était plus élevé au Danemark que dans bien d'autres pays. Info ou intox? Alors ça, c'est une légende urbaine. En tout cas, les chiffres disent l'inverse. Le taux de suicide au Danemark est nettement inférieur à celui de la France et de la moyenne européenne. Attention, dire comme ça des fausses informations, Laurent, c'est pas très hugueux, hein. Ok, on ne recommencera plus. Merci Valérie, passez un bon week-end et à bientôt. Alors on poursuit notre cure de bonne humeur en Inde, où tenez-vous bien, un État vient de créer un ministère du bonheur. Ce n'est pas une blague, c'est très très sérieux. Un ministère et dont le seul objectif est de rendre les gens heureux. Bonjour Nicolas. Alors, plus facile à dire qu'à faire, comment ça fonctionne exactement avec ce ministère ? Oui, bonjour Laurent. Alors la mission de ce ministère du bonheur tient en 7 mots, mettre un sourire sur les visages, voilà. Alors dit comme ça, c'est plutôt joli, c'est plutôt ambitieux aussi, mais attention, ce n'est pas un ministère national pour toute l'Inde. Non, c'est un ministère qui s'est installé dans l'État du Madhya Pradesh. Cela se trouve au centre du pays, 75 millions d'habitants tout de même, et ce n'est pas un hasard s'il s'est installé là-bas, car le Madhya Pradesh connaît des chiffres dramatiques en matière d'extrême pauvreté, en matière de viol ou de mortalité infantile. Il fallait donc à tout prix tenter quelque chose. Et donc depuis 2 ans, ce ministère du bonheur a lancé plus de 70 programmes sociaux. Cela va des cours de yoga, bien sûr, jusqu'à l'organisation de pèlerinages. Alors est-ce que ça marche ? Difficile bien sûr de mesurer le bonheur, mais vous allez pouvoir vous faire une idée avec ce reportage. Il est signé Leila Yaker et Tiffaine Honoré. À première vue, on dirait un bureau comme les autres. Pourtant, ces fonctionnaires ont un métier particulier. Ils sont employés au ministère du bonheur. Mais avant de penser au bien-être des autres, il faut commencer par soi. Alors, tous les matins, pendant les 3 prochaines minutes, vous allez respirer lentement. Ils participent à ces sessions de méditation et d'introspection. Une activité désormais proposée dans toutes les administrations de la région. Pendant ces moments de silence, on essaye de se connecter à notre âme pour qu'elle nous guide tout au long de la journée. Toutes les décisions que l'on prend ne sont ainsi pas guidées par notre tête, mais par notre moi intérieur. Car on croit que si on se laisse guider par l'âme, la vie autour de nous devient différente, plus belle, plus pure. Ça m'aide beaucoup. Ça me donne de l'énergie positive pour la journée. Je me sens plus détendue et après, je suis réellement plus efficace au travail. Pour assurer le bonheur de leurs concitoyens, des centaines d'initiatives comme celle-ci ont été lancées par le ministère depuis 2016. La solidarité et le partage sont également vus comme des valeurs importantes au bonheur. Alors, dans ce village de la banlieue de Bhopal, tout le monde connaît l'arbre de la joie. Le banyan est un arbre qui symbolise le don et la générosité, car il offre de l'ombre à chacun. Il peut vivre des centaines d'années. À l'ombre du banyan, des dons de vêtements, de nourriture et même de manuels scolaires.
Dans notre société, il y a tellement de personnes qui sont prêtes à donner et autant qui sont dans le besoin, prêtes à recevoir. Ici, on tente de rétablir un équilibre entre les deux et ça permet de rendre chacun heureux. C'est pratique ici parce que je peux récupérer des livres. Ça m'a permis de réussir mes premières années au lycée. Cette initiative est présente dans près de 172 villages de la province. Pourtant, dans les rues de Bhopal, le tout jeune ministère a encore du mal à convaincre. Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'il existe un ministère du Bonheur. Pour qu'il nous serve à quelque chose, il faudrait d'abord que l'on sache en quoi il peut nous aider. Non, je ne suis pas vraiment heureuse. Ici, les gens travaillent toute la journée juste pour pouvoir se payer à manger. Il n'y a pas de bonheur. On essaie juste de joindre les deux bouts. Dans cette région de 70 millions d'habitants et qui compte une croissance économique à 2 chiffres, Manoa Dubé est le nouveau ministre du Bonheur. On s'est rendu compte que la croissance économique n'était pas la clé du bonheur. C'est pour cela qu'on a décidé de créer un ministère du Bonheur. Le bonheur est certes propre à chacun. Nous n'apportons en soi que des outils pour y accéder. Le premier ministère du Bonheur indien est ambitieux. Il a décidé de lancer dans les 6 mois un index de mesure du bonheur, comme il en existe déjà au Bhoutan ou aux Émirats arabes unis. Oui, Nicolas, on vient de l'entendre, effectivement, ils vont mettre en place donc un index de mesure du bonheur. Est-ce que c'est possible, ça? Et comment vont-ils procéder? Eh bien, l'Inde va se baser sur ce qui existe déjà et les champions en la matière, c'est bien sûr le Bhoutan, le petit royaume voisin qui mesure déjà le bonheur national brut pour mesurer le bien-être de ses citoyens. Et donc, eh bien, des spécialistes du Bhoutan sont venus ici en Inde. Ils ont mis au point un questionnaire et ce questionnaire va être soumis à 1000 personnes. On leur demande, 1, ce qui les rend heureux, bien sûr, et puis 2, d'évaluer leur satisfaction dans plusieurs secteurs. Cela va de la sécurité jusqu'à la santé en passant par l'éducation. Et puis un calendrier du bonheur va aussi être mis en place avec chaque mois des tâches à accomplir. Cela va de sourire le matin au réveil jusqu'à reprendre le contact avec un vieil ami en passant par rester assis et ne faites rien. Moi, j'aime particulièrement le dernier. Ah oui, et personnellement, je vous comprends aussi. Nicolas, juste un petit mot pour terminer. Je crois que l'histoire, c'est plutôt mal fini pour le Premier ministre du Bonheur en Inde. Pouvez-vous nous raconter ? Oui, tout à fait, c'est le moins que l'on puisse dire. Lal Singh Arya était le Premier ministre du Bonheur. Ce n'est pas celui que l'on a vu dans le reportage, mais c'est donc son prédécesseur. Et ce monsieur est aujourd'hui accusé de meurtre, de l'assassinat d'un opposant politique, pour être exact. Un mandat d'arrêt a été émis par la police, mais il est en fuite depuis 3 mois. Il a quitté son domicile. Comme quoi, le bonheur, dans la théorie et dans la pratique, sont 2 choses très différentes. Et en tout cas, cela fait une très mauvaise publicité pour le ministère du Bonheur. Sans commentaire. Merci beaucoup, Nicolas, et à bientôt. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec vous, Julia Livage. Et d'après vos investigations, Internet nuirait gravement au bonheur. Oui, enfin, il existe, on le sait, un nombre incalculable d'études qui tendent à montrer qu'un accès au Internet, en tout cas un excès d'accès au web, va se traduire par de l'addiction, du stress, de la solitude, de l'isolement, de l'anxiété. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être abstinent aux écrans pour être heureux. Au contraire, bonne nouvelle, Internet nous rendrait heureux. En tout cas, les utilisateurs d'Internet seraient plus satisfaits de leur vie que ceux qui ne l'utilisent pas. En fait, on sait que des études montrent qu'Internet joue depuis plusieurs années un rôle très important dans les domaines de l'emploi, de la sociabilité, du divertissement. Grâce à Internet, on va faire des économies, on va pouvoir agir sur notre spiritualité, notre forme physique, notre forme mentale. Et bien tout ça, ça joue sur notre morale, Laurent. Oui. Et c'est très important. Il y a aussi cette étude du Time qui va nous montrer que en fonction des régions et des lieux où vous vivez, l'accessibilité à Internet va jouer un rôle. Par exemple, en France, l'Express a publié son classement annuel des départements français. Et bien, parmi les critères, on interrogeait les gens, parmi les critères, il y avait Internet et l'accessibilité au net. Et ça, c'est très, très important. Autre chose, on le sait, les réseaux sociaux sont très présents. Eh bien, ils ont été conçus
pour qu'on soit heureux lorsqu'on y est, pour qu'on s'y sente bien. C'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. Vous promenez sur les réseaux sociaux, c'est le phénomène par lequel les internautes vont voir s'afficher systématiquement une sélection satisfaisante d'informations qui correspond à leur goût, à leur consommation, à leur zone géographique. Voilà comment ça fonctionne. Et ça vous rend satisfait, ça vous rend heureux. Et puis je crois savoir qu'il existe aussi des sites qui sont exclusivement dédiés au bonheur. Alors évidemment, sur Internet, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous détendre, pour méditer, de la musique, de la relaxation, toutes ces choses zen. Mais vous avez 2 applis essentiellement basées sur le bonheur. D'abord, celle-ci qui s'appelle Happify. C'est un travail quotidien, une appli qui va vous coacher tous les jours pour vous permettre d'augmenter votre degré de bonheur et d'évacuer par le stress par le biais de plein de jeux, votre stress et votre nervosité. Vous avez aussi cette appli qui s'appelle Smile Life, souriez à la vie. Vous allez écrire dessus tous les jours tout ce qui vous a rendu heureux dans votre journée. Eh bien, figurez-vous que le cerveau préfère s'attarder sur les choses positives de votre journée que sur les choses négatives. L'idée, c'est de les recenser et puis de s'en souvenir avant de s'endormir. Et ça facilite l'endormissement. Et donc, si on dort bien, on se sent mieux. Et puis, une dernière information. Figurez-vous qu'il y a un cours aux États-Unis, dans la prestigieuse université de Yale, un cours dédié au bonheur. C'était un cours proposé comme ça, tout simplement au départ. Et c'est un carton, figurez-vous, dans cette université. Et ça marche. Donc, le bonheur à la côte. Yale, à New Haven, dans le Connecticut, sur la côte Est. Merci beaucoup, Julien. En tout cas, vous avez l'air heureux. C'est sans doute parce que vous venez ici souvent sur Télématin. C'est grâce à vous. Mais c'est gentil. Alors, pour la suite du voyage, si je peux nuire, direction Rio de Janeiro pour une vraie leçon de bonne humeur. Alors, attention, parce que c'est contagieux. Bonjour, Fanny. Alors, c'est quoi le secret du bonheur made in Brazil? Ils sont plus heureux que nous, au pays de la samba? Bonjour Laurent, le Brésil est classé par le très sérieux World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur, 22e sur 156 pays, loin devant la France. Alors quelle est la raison de ce bonheur quand on sait que le Brésil est touché par l'une de ses plus graves crises économiques et politiques, entre un président accusé de corruption et un taux de violence record, notamment à Rio? Eh bien, de l'avis des Brésiliens, cette alegria viendrait tout simplement du fait qu'ils profitent de l'instant présent, sans penser à demain, une philosophie de vie et qui puise dans les racines le métissage brésilien. C'est un reportage réalisé par Caroline Leduc, Marie Dengaigbe et Quentin Delaroche. Bonjour Brésil, pays d'amour. La joie de vivre. Au Brésil, il existe une infinité d'expressions pour la décrire. Felicidade, alegria, otimo, joia. Les pieds dans le sable, les habitants de Rio ont tenté de nous expliquer cette felicidade si brésilienne. C'est l'amusement, les rencontres, les sorties, les voyages, l'amour. J'habite ici depuis 12 ans et je trouve que la différence principale avec la France, par exemple, c'est le sourire. Ici, tout passe par le sourire. Je peux me sentir triste, mais je vais toujours avoir le sourire, la joie de vivre. Je ne sais pas l'expliquer, je pense que c'est dans notre sang. Mais le peuple brésilien est un peuple heureux. La joie de vivre inscrite dans l'ADN brésilien, mythe ou réalité? Myriam Goldenberg est professeure d'anthropologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vieillir heureux. Les personnes les plus heureuses sont les plus jeunes et les plus âgées. Elle a fait de l'étude du bonheur brésilien sa spécialité. Nous sommes un peuple avec des racines portugaises, indigènes, mais c'est surtout les Africains qui ont apporté avec eux leur rite. Si vous allez à Bahia, vous verrez, c'est tout le temps la fête partout dans la rue. Et il y a de la musique. Je pense que c'est culturel. Ça vient de notre métissage. Des racines africaines à l'origine de la joie de vivre, qui se retrouvent dans la musique traditionnelle du pays, la samba, pour soigner tous les maux. On oublie nos problèmes, on oublie les préjugés, le manque d'argent et de travail. On oublie même la faim avec la samba. La samba comme remède. Depuis 4 ans, cette troupe de retraités s'est mise à la musique et teste ses vertus auprès des personnes âgées. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous dans une maison de retraite. La musique aide énormément à la coordination et à la motricité. Leur pression s'améliore,
Ça les stimule vraiment et en plus, ça les rend heureux. Pour Graça, fondatrice du groupe, les patients ne sont pas les seuls à bénéficier de ces effets positifs. Avant, je ne prenais même pas le bus. Maintenant, si. Je vais partout avec ma canne, certes, mais je marche et je me risque même à quelques pas de danse. Vous voyez, c'est ça. Ça leur fait autant de bien qu'à chacun d'entre nous. La samba, l'ingrédient secret de l'allégresse brésilienne. Une thérapie qui semble faire ses preuves. Merci Fanny, à bientôt et surtout gardez le rythme, hein, je compte sur vous. Allez, retour en France à présent avec Christelle Balestrero qui va nous rejoindre. Christelle, notre spécialiste du bien-être. On va passer avec elle en revue les différentes recettes du bonheur. Bonne nouvelle, ce bonheur est à la portée de tous. Oui, absolument. Vous comprendrez, Laurent, qu'il est difficile de vous promettre le bonheur. En revanche, il est à la portée de tous d'améliorer notre humeur, de jouer sur la chimie de notre cerveau, sur nos hormones pour booster notre morale. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui scientifique, une réalité qui a été montrée par différents travaux scientifiques. Alors, l'équation est simple, il faut augmenter les hormones de la bonne humeur, diminuer les hormones du stress. Les hormones de la bonne humeur, eh bien, c'est entre autres la fameuse sérotonine, celle qui est capable d'influencer nos humeurs, nos émotions et nos envies. Oui. Et puis, il faut rappeler aussi que lorsque l'on dit qu'on améliore notre humeur, on ne parle pas simplement de voir la vie en rose. C'est aussi améliorer, diminuer les risques de maladies chroniques, des risques de maladies cardiovasculaires et de démence. Alors, je ne vais pas vous le chanter, mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, pour faire la fête et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux ? Alors, ça commence toujours comme ça. On fait attention à ce qu'il y a dans notre assiette. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer cette fameuse sérotonine, eh bien, notre organisme a besoin de précurseurs qu'il va trouver directement dans les aliments. C'est pour ça qu'on sait maintenant qu'une alimentation qui est riche, qui est variée, qui comprend des fruits, des légumes, qui comprend des céréales complètes, des poissons gras, mais aussi des noix, eh bien, cette alimentation est capable de favoriser la production de sérotonine. En revanche, la malbouffe, riche en sucre, riche en graisses saturées, est toxique pour notre morale. Ça a été montré en particulier pour les adolescents et pour les seniors. Bon, c'est le week-end. Vous, peut-être, comme moi, nous allons faire des courses. Et vous avez un petit tuyau, justement, pour des courses anti-déprime. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le caddie ? Alors, si vous voulez une petite ordonnance bien-être pour le week-end, je reprends les conseils du professeur Lejoyeux. Reprenez goût aux cornichons et à la choucroute, parce que ce sont des aliments fermentés. Or, on sait que ces aliments fermentés sont capables de stimuler votre flore intestinale. Ces milliards de bactéries qui se baladent dans votre intestin et qui participent à la sécrétion de cette fameuse sérotonine. Et oui, on ne le sait pas, mais notre intestin est une formidable usine à antidépresseurs. C'est pour cette raison qu'il est important de le chouchouter. Bien dans son ventre, bien dans sa tête. Bon, d'accord. Après l'assiette, j'ai l'impression qu'on va parler sport et basket. Bah oui, c'est dans cet ordre-là. L'idée, c'est qu'on ne peut pas se passer du sport pour être de bonne humeur. Pourquoi ? Parce que c'est la pierre angulaire d'une bonne chimie cérébrale. Alors, plusieurs études montrent les effets du sport sur notre humeur. Par exemple, à partir de 6 minutes d'activité physique, vous diminuez de 30% vos émotions négatives et vous augmentez d'autant vos émotions positives. Il y a une étude américaine qui va encore plus loin, qui a pu montrer que dans certains cas de dépression, l'activité physique pratiquée une demi-heure, 3 fois par semaine, eh bien, avait les mêmes résultats, était aussi efficace que les antidépresseurs. Pourquoi ? Alors, c'est difficile de cerner complètement les mécanismes qui expliquent les effets sur notre santé mentale de l'activité physique, mais on sait maintenant que l'activité physique permet de sécréter des principes actifs que l'on retrouve dans les antidépresseurs. Il semblerait même que nos muscles soient capables directement de produire ces principes actifs. Donc, après le sport, on fait quoi ? On recommence ou on fait la sieste alors ? Non, on fait du nexting. Ah, c'est une nouveauté. Alors, le nexting, c'est quoi ? C'est anticiper des bons moments. Un dîner entre amis, des vacances, une rencontre amoureuse.
vous anticipez, vous visualisez son bon moment. Ah, youpi, je vais voir voilà, machin. alors super, voilà. je vais au boulot. Oh, génial, je vais voir Christelle. Pourquoi ça peut être une preuve, Voilà. ça peut être une source de bonheur, le boulot. Et en fait, l'idée, c'est que lorsque vous pensez à ces bons moments, eh bien, l'activité cérébrale se modifie. Alors, je sais que certains vont me dire, mais voilà, non, ça a été objectivé par des IRM. Lorsque vous faites ce nexting, vous avez ces émotions positives, eh bien, votre cerveau se modifie et vous voyez la vie en rose. J'aime beaucoup cette recette, Christelle. Merci. Je vais faire d'ailleurs du nexting, puisque pour la dernière étape, la prochaine étape, eh bien, on va prendre la direction de l'Italie, où nous attend François Baudonnet, et au pays de la Dolce Vita. Le bonheur est, là encore, vous allez être contente, dans l'assiette. Raison de plus pour mettre les pieds dans le plat, pardonnez-moi l'expression. Bonjour François. Avant de nous donner cette recette du bonheur, est-ce que vous pouvez nous dire si les Italiens sont globalement heureux? Vu d'ici, ils ont tout pour l'être en tous les cas, hein. Oui, bonjour Laurent. Alors vous connaissez hein, la citation de Jean Cocteau qui disait les Italiens sont des Français de bonne humeur. Alors entre la bonne humeur et le bonheur, on pourrait penser qu'il n'y a qu'un pas. Eh bien non, malheureusement. En fait, dans une étude mondiale qui a lieu chaque année sous l'égide de l'ONU, le classement des pays pour le bonheur, eh bien l'Italie arrive en 47e position derrière l'Ouzbékistan et bien loin derrière la France. Et donc, les Italiens, dans cette étude, disent qu'ils ne sont pas heureux. Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, c'est la longue crise économique qui a commencé ici en 2008 et qui finalement ne s'est pas véritablement achevée et dont les Italiens souffrent beaucoup. Quand vous n'avez pas de travail, quand vous êtes au chômage, eh bien, c'est difficile d'être heureux. Il y a un autre critère qui est pris en compte dans cette étude, c'est celui de la corruption. Et en Italie, on le sait, eh bien, la mafia est toujours très puissante. Tous les jours, on parle ici dans les médias italiens de l'arrestation de personnes en lien avec la mafia. Et donc, pour ces différentes raisons, eh bien, les Italiens ont fait récemment un vote de protestation. C'était début mars. Ils ont voté pour des partis, justement, qui protestent contre cette situation. Et donc, on le voit, eh bien, ce mécontentement passe en politique. Attendez, François, rassurez-nous, là, il y a quand même quelque chose qui les rend heureux, les Italiens, non ? Oui, bien sûr. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui rendent les Italiens heureux et les autres aussi, ceux qui viennent en Italie ou ceux qui y vivent. Et ça permet effectivement d'être heureux. D'abord, les Italiens aiment beaucoup leur pays et ils ont bien raison. Ils considèrent, et je crois qu'ils ont raison aussi, que c'est l'un des plus beaux pays du monde. Et donc, ils y vont beaucoup en vacances quand ils ont des possibilités de faire du tourisme. C'est très souvent en Italie. Et ils aiment également leur culture, évidemment. Ici, à Rome, par exemple, on est bien placé pour le patrimoine historique. Et ils aiment aussi, et vous le savez, leur cuisine, leur gastronomie. Tous les jours, ils mangent évidemment italien et il y a des personnes qui ont théorisé sur le fait que la culture italienne, la cuisine italienne qui fait partie de la culture, que la cuisine italienne rend heureux. Regardez, c'est un reportage qui a été réalisé avec Laura Tositi et Léa Gage. En Italie, on aime se retrouver au marché pour discuter et pour acheter des produits locaux. Fromage, charcuterie ou encore tomates. Un régime méditerranéen fait de produits frais qui influence le moral des Italiens. À première vue, de simples légumes de saison. Mais pour Barbara Volpi, psychologue romaine, la cuisine italienne a un pouvoir, rendre heureux. Buongiorno, ciao. Mi serviva una mozzarella. Elle privilégie les aliments riches en sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Le fromage est important pour notre santé, car il contient des acides qui nous calment. C'est pour cela que notre grand-mère nous donnait un verre de lait avant d'aller dormir, pour son effet apaisant. Bien avant de passer à table, Barbara aime échanger avec les commerçants. Rien de tel qu'un bon plat de pâtes. En 2 minutes, c'est fait. Un peu d'ail, de l'huile d'olive, du piment. Tu mets tout ça sur le feu et le tour est joué. Il ne faut pas perdre ces traditions. Échanger avec les autres, ça fait aussi partie de notre bien-être. De retour à son cabinet, Barbara doit préparer son atelier de cuisine. Elle travaille avec des enfants qui rencontrent des obstacles scolaires ou relationnels. Mais une fois l'établi mis, on oublie les différences. Les petits chefs revisitent un classique de la cuisine italienne, la pizza napolitaine. Et s'ils ont un coup de blues, voici leur plat fétiche. Une salade de fruits de mer et un gâteau au chocolat.
La nourriture, une thérapie pour lâcher prise. La cuisine nous aide à nous relaxer. On pense à autre chose. Ça met les enfants en confiance et ça les rend plus sereins. Des pâtes comme antidépresseurs naturels, des produits de qualité qui renforcent le moral. En Italie, partager un moment de convivialité à table, prendre le temps de savourer les aliments, c'est sacré. Des gestes simples pour une vie saine et paisible. Manger et cuisiner, ça me rend vraiment heureuse. Pour les grands et les petits, le contenu de notre assiette est donc important. Cuisiner ensemble, déguster de bons plats faits maison, c'est peut-être donc ça, le goût du bonheur. En tous les cas, ça y ressemble sacrément, François. Dites-moi, en Italie, est-ce que le bonheur, j'allais dire, est uniforme sur le plan géographique, égal dans chacune des régions, ou est-ce qu'il y a, au contraire, des régions où on est plus heureux ou plus malheureux que dans d'autres ? Alors l'Italie est un pays très régionalisé avec des très grandes différences à tout niveau et même sur le plan du bonheur, ça peut paraître tout à fait étonnant, mais il y a une étude qui a été réalisée à partir de Twitter, vous savez ce réseau social. Il y a 50 millions de tweets d'Italiens qui ont été étudiés et on a vu dans ces tweets des tweets plutôt positifs ou des tweets plutôt négatifs de gens de bonne humeur, de gens de mauvaise humeur. Et en fait il semblerait que l'Italie du Nord, les Italiens dans le Nord, soient plus heureux que les Italiens du Sud. Alors il y a une raison toute simple à ça, c'est encore une fois une raison économique. En gros, l'Italie du Nord est une Italie qui gagne sur le plan économique, où il y a très peu de chômage. En revanche, l'Italie du Sud, c'était exactement l'inverse. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose quand même, c'est que l'Italie, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud, ça reste un très très beau pays. Et si vous allez dans le Sud, eh bien c'est magnifique. Et en plus, vous allez rendre les Italiens du Sud heureux. Donc je vous propose d'aller dans le Sud. J'ai un petit faible pour la région des Pouilles. Vous avez 1000 fois raison, c'est une si belle région. Merci 1000 fois François, à très bientôt. Revenez quand vous voulez avec le sourire de l'Italie. Voilà, quant à nous, le bonheur aujourd'hui, c'était tout simplement la visite de tous ces élèves de 6e, de 4e, de 5e du collège Saint-Exupéry de Bourges. Vous savez que la semaine prochaine, c'est la semaine des médias, de la presse à l'école. Et comme on ne pouvait pas se déplacer, nous, Télématin, ce sont eux qui sont venus nous rendre cette petite visite avec du sourire et nous donner à nous qui aimons partager notre bonheur de travailler pour vous tous. Et bien voilà, c'était notre plaisir et ça nous a donné du bonheur. Notre émission touche à sa fin. C'est ce qu'on appelle un happy end. Merci à nos 4 correspondants, bien sûr, d'avoir partagé toutes ces recettes du bonheur. La semaine prochaine, autre thème. On verra si le bonheur est vraiment dans le pré, puisque l'agriculture sera à l'honneur. Comment le monde rural s'adapte-t-il à notre époque? Quels sont les nouveaux procédés? À quoi ressemblent les machines dernier cri? Voilà, réponse donc samedi prochain, Télématin. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr dès lundi à 6h30. Je compte sur vous. D'ici là, très bon week-end à toutes et à tous. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous connaissez la chanson? Oui.